Bonjour à tout le monde, on attend que tout le monde se connecte pour cette conférence pour pouvoir commencer. On attend 5-10 minutes, 5 petites minutes je pense. Bonjour à tout le monde, on attend un petit instant encore que tout le monde se connecte, puis on va pouvoir commencer. Donc la conférence est enregistrée. Nous sommes en mode webinaire, c'est-à-dire que en tant que participant, vous ne pouvez pas forcément parler, mais par contre, vous pouvez poser vos questions à travers le chat. Et puis, j'essaye de garder un œil sur le chat pour pouvoir voir ce qu'il se dit et pouvoir vous répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions sur le système. Bon, on va pouvoir commencer. Je pense que tout le monde a pu se connecter. Donc, merci d'être venu à cette conférence. J'espère que tout le monde m'entend bien. Donc, le sujet du jour sur ce webinaire que nous avons voulu organiser, c'est donc de parler de la gamme Cisco Catalyst 9000, qui est donc la nouvelle gamme Cisco qui a apparu il y a presque 2 ans maintenant,
et donc voir quelles sont les nouveautés, qu'est-ce que tout ça apporte, qu'est-ce qu'elle propose. Euh, donc, aujourd'hui, qu'est-ce que dit le Gartner? C'est que bah, le gros, la nouveauté et tout ce qui va arriver au réseau maintenant doit être mis en place grâce à de l'automatisation, à de l'automation, et donc avec des fonctionnalités où on va devoir indiquer quel est notre objectif au point de vue de notre réseau, et le réseau doit s'adapter et automatiser son fonctionnement pour pouvoir déployer cette nouvelle fonctionnalité. Donc pour faire ça, Cisco a sorti une nouvelle fonctionnalité qu'ils appellent le DNA. Donc c'est le Network Intuitive. Donc qu'est-ce qu'on va devoir faire? Maintenant, on veut que notre réseau, que ce soit des switches, des routeurs ou du Wi-Fi, soit basé sur une intelligence, d'objectif. Donc il va falloir qu'on lui dise quel est le niveau de sécurité que l'on veut, quel est le niveau de configuration que l'on veut, quel est le niveau d'automatisation que l'on veut. Et pour ce faire, on a introduit une nouvelle fonctionnalité, hop, qui s'appelle le DNA Center, qui est donc un serveur d'automatisation qui va nous permettre, à un point centralisé, d'intégrer de la politique, de l'automatisation et de l'analytique. De là, on va devoir communiquer et configurer notre réseau. Tout cela va pouvoir communiquer directement avec notre infrastructure, switch, routeur, Wi-Fi, etc., afin de pouvoir lui demander d'intégrer de l'intention, donc les objectifs qu'on va vouloir mettre en place, la sécurité. De ça va revenir le contexte et on va avoir un apprentissage qui va nous permettre d'avoir des tableaux de bord et de pouvoir maîtriser son réseau, c'est-à-dire voir par exemple la latence qu'il y aurait entre un utilisateur qui accéderait à une application, et ça on pourra voir la latence de bout en bout, c'est-à-dire du moment où le paquet rentre dans le réseau jusqu'à ce qu'il atteigne le serveur et revienne. Donc tout ça est mis en place par le DNA Center qui va permettre de mettre tout ça en place. Donc le DNA Center, qu'est-ce que c'est? C'est un appliance qu'on peut déployer de façon centralisée qui va nous permettre de communiquer avec une brique de chez Cisco qui s'appelle le LISE, Cisco Identity Service Engine, qui est ici, et qui va nous permettre d'intégrer la sécurité. Donc lui, il va nous permettre de récupérer les logins, les mots de passe et d'automatiser le fait que cette personne ait le droit de se connecter et soit intégrée dans tel et tel niveau de VLAN. De là, le DNS Center est capable d'administrer et de configurer aussi bien les switches que les routeurs Cisco, que les contrôleurs Wi-Fi Cisco et que les points d'accès Wi-Fi de chez Cisco. Donc dans une seule centralisation, dans un seul accès, vous allez pouvoir assurer et voir l'ensemble des politiques de sécurité que vous allez pouvoir mettre, l'ensemble du provisioning, c'est-à-dire vous allez pouvoir déployer vos différents iOS, vos différentes configurations, vos sauvegardes, etc. Vous allez pouvoir designer votre réseau là-dessus. Et enfin, vous allez pouvoir faire de l'assurance, c'est-à-dire faire de l'analytique qui va nous permettre de récupérer les informations des différents objets, des différents éléments, et voir comment est utilisé notre réseau et s'il est assez efficace. Donc tout ça est mis en place grâce à un nouveau système Catalyst 9000 Switching, qui est basé sur un nouvel iOS, donc qui est basé sur des nouveaux switches, un nouvel iOS qui est l'iOS XE. Cet iOS XE est en fait basé sur un processeur x86, donc le même processeur que vous avez dans vos différents laptops ou serveurs, etc. Et donc c'est un programmable ASIC qui va nous permettre donc de mettre à jour facilement cet iOS et d'intégrer des nouvelles fonctionnalités. Par exemple, il est capable aujourd'hui, puisqu'on est sur un x86 CPU, d'héberger des containers qui vont nous permettre de mettre au plus proche des utilisateurs des fonctionnalités, telles que par exemple un petit serveur de fichiers ou un petit serveur FTP pour reconfigurer nos téléphones, etc. Donc sur chaque switch, on a deux processeurs. On a un processeur x86 et puis on est épaulé par des ASIC. C'est les ASIC qui vont être capables d'héberger et de faire tout ce qui est passage de paquets. Donc toute la bande passante de notre switch va être gérée par ces ASIC. Et le x86, lui, va nous permettre d'héberger l'OS réellement et de la configuration. Ce qui est intéressant dans cet iOS, c'est qu'il est basé sur plusieurs sous-fonctionnalités. C'est-à-dire qu'on peut très bien mettre à jour ou ajouter des fonctionnalités directement sans mettre à jour complètement l'iOS, complètement tout le switch. On peut rajouter des fonctionnalités telles que de la télémétrie ou des fonctionnalités de Wireshark au fur et à mesure. Aussi, la nouveauté sur ces switches, c'est qu'on va intégrer des nouveaux débits. Donc aujourd'hui, le réseau, on n'est plus basé que sur du 1 gig ou du 10 gig.
mais on parle plutôt aujourd'hui de 25 Go ou de 100 Go pour pouvoir faire les communications entre les switches. Et puis pour les utilisateurs ou les points d'accès Wi-Fi, surtout avec le Wi-Fi 6 qui vient de sortir, on parle de ports réseau qui sont capables de faire du multi-gig. Donc qu'est-ce que c'est du multi-gig? C'est un port RJ45 qui est capable de, sur un catégorie 5, un câble de catégorie 5, tester le câble et la bande passante qu'il est capable de supporter pour soit passer de 1 G à 2,5 gigabits par seconde, soit à 5 G, et permettre d'alimenter plus rapidement nos différents équipements ou nos différents points d'accès. Donc aujourd'hui, la gamme qui est connue de chez Cisco, que tout le monde connaît depuis plus d'une vingtaine d'années, on va dire, elle est basée sur différents switches. Donc vous avez le switch d'accès typique qu'on retrouve la plupart du temps, qui sont les 2960 XXR. Ensuite, les catalyses 3650 ou 3850. Alors, certains d'entre vous parlent encore de 3750, mais c'est un switch qui a été arrêté il y a plus de 5 ans maintenant. Ensuite, vous avez des châssis modulables qui sont les 4500. Puis vous avez des châssis qui ont une forte densité de port SFP, que ce soit du GIG ou du DIGIG. C'était les 3850 XS et 4500 X, ici, que vous avez. Et puis ensuite, vous avez les catalystes 6840 et 6880 qui n'ont pas forcément duré très très longtemps, mais qui étaient des switches qui avaient une forte densité de port 10 gigabits. Puis les fameux 6500 et 6800 qui avaient des possibilités de rajouter à l'intérieur des 4 firewalls, etc. Donc tous ces switches ont été remplacés par une nouvelle gamme. Donc avant, on avait des séries 2000, des séries 3000, des séries 4000, des séries 6000. Et maintenant, on n'a plus qu'une seule série qui est la série 9000. Donc ils commencent tous par un 9. Mais on a maintenant le deuxième chiffre qui nous donne la série exacte de ce que fait le switch. Donc par exemple, le 9200 vient remplacer, si on peut dire qu'il remplace, mais vient se positionner dans la gamme des 2960 et vient le remplacer. Donc le 2960 devient un 9200, le 3650, 3850 devient un 9300, le 4500 devient un 9400, les 3850, 4500 deviennent des séries 9500 qui du coup regroupent aussi bien ce que l'on savait faire sur du 16840 et du 4500X, et puis le gros châssis modulable, cœur de réseau 6500, devient un 9600. Donc on retrouve maintenant sur l'ensemble de la gamme des possibilités de faire du multi-gig, donc des ports réseau RJ45 qui sont capables de faire du 1 gig, 10 gig, 1 gig, 2 gig, 5 gig, certains sont même capables de faire du 10 gig, des châssis modulables, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que le 3850, comme le 4500X et comme le 4500, sont un end of sale à partir du 30 septembre 2020. C'est-à-dire que les dernières commandes qu'on pourra passer officiellement sur le channel Cisco pour pouvoir acheter du matériel neuf, c'est le 30-10-2020. À partir de là, le switch il est end of sale, ce qui veut dire aussi que Cisco, dans les 5 ans qui suivent, ne pourront plus le supporter. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de nouvelles iOS, de nouveaux trous de sécurité qui seront comblés ou de nouvelles fonctionnalités qui seront corrigées sur ces switches-là que pendant les 5 ans après cette date. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est ce qu'on vous recommande aujourd'hui, c'est pouvoir passer directement sur les nouvelles gammes de série 9000 qui sont équivalents. Et comme vous allez pouvoir le voir, au point de vue des prix, on est quasiment équivalent sur ces nouveaux équipements. Donc par exemple, si on regarde le 9200, donc le 9200, il est disponible en 2 modes. Vous avez le 9200L, qui est un fixed SKU, et le 9200 qui est un modular. Donc qu'est-ce que c'est le 9200L? Vous ne pouvez pas modifier la carte qu'il y a sur le côté ici. Vous pouvez soit le commander avec des 2 ports 10 gigabits uplink, soit avec des 4 ports 1 gigabit uplink. Et il est disponible en 48 ports, PoE ou pas PoE, ou en 24 ports, PoE ou pas PoE. Les alimentations sont modulables, vous pouvez en mettre jusqu'à 2 de mémoire sur ces switches. Par contre, les ventilateurs, donc c'est pour ça qu'ici vous avez une petite étoile, c'est qu'ils sont disponibles que pour le 9002. Donc le ventilateur, ils sont redondants, mais fixes. C'est-à-dire que si votre switch il a son ventilateur qui tombe en panne, il continuera de fonctionner parce qu'il y en a un deuxième, mais vous ne pourrez pas remplacer juste le ventilateur, il faudra remplacer tout le switch. Contrairement aux 9200 qui, eux, sont des modules modulaires, qui vont nous permettre de déployer le SD Access dont on parlera un peu plus tard, et qui sont disponibles en 24 ports PoE, pas PoE, MGIG ou pas MGIG, et avec des fonctionnalités, donc le NM est vide, et vous pouvez vous-même rajouter le NM, qui est disponible soit en 4 ports 10G, soit en 4 ports 1 G, soit en 2 ports 25 G, soit en 2 ports 40 G, selon les modèles.
Donc ça, c'est le 9002. Donc c'est vraiment le modèle qui remplace le 2960. C'est le switch d'accès par défaut. Ils sont stackables. Donc le 9200L est stackable avec un stack qui va à 80 gigabits et le 9200 tout court, il est stackable avec un stack de 160 gigabits par seconde. On ne peut pas stacker des 9200L et des 9200 en même temps. C'est soit on stack des 9200L ensemble, soit des 9200 ensemble. Et on supporte le PoE+, donc c'est-à-dire jusqu'à du 30 watts. Donc, comme vous pouvez le constater, donc ça, ce sont les prix publics de chez Cisco. Donc, avant, quand vous achetiez un switch, vous achetiez un 2960X, par exemple, 24 ports PoE, donc LAN base. Et donc, voilà, le prix était à 3355 dollars USD. Maintenant, le 9200L, vous achetez d'abord le matériel et ensuite vous achetez le DNA licence. Et comme vous pouvez le constater, eh ben, le prix en dollars représente à peu près la même chose, et pile poil la même chose. Pour nous, avec notre TGC local, c'est un peu plus intéressant puisque là, ben, on est une TGC à 22% sur l'ensemble de cette ligne, alors que, j'espère que je ne dis pas de bêtises, Christophe, mais on retrouve maintenant une TGC à 22% sur cette ligne-là. Et comme ici, c'est une souscription et donc du software, c'est du service, on retrouve une TGC à 6%. Donc globalement, le prix d'achat de cette solution est moins cher grâce à notre TGC local par rapport à un 2960X classique. Ensuite vient le 9300, donc le 9300 qui vient plutôt positionner et remplacer le 3750. Donc dans ce 3750, on va retrouver plusieurs modèles, donc avec des 48 ports qui sont capables de faire jusqu'à du 5 gigabits par seconde, du 12 ports qui sont capables de faire du multigig. Donc les 12 premiers ports, ça fait du multigig, et les 36 autres ports, ça fait que du gigabit ou du 2,5. Donc vous avez ce genre de subtilité sur les ports. Donc les ports multigig sont souvent indiqués par une petite barre bleue ici. Donc celui-là n'a pas de port bleu, donc c'est que du port giga. Donc là, les photos ne correspondent pas forcément. Mais voilà, donc vous avez du 24 ports avec de l'ultra PoE. Donc de l'ultra PoE, c'est-à-dire qu'on est capable d'alimenter jusqu'à 90 watts par port RJ45 pour des fonctionnalités d'IoT qu'on va voir un peu plus tard. Vous avez donc le 24 ports 1 giga et le 48 ports. Donc sur ces modèles, le 9300, on a forcément des ventilateurs qui sont hot plug et donc redondants. Donc si le switch, si un ventilateur tombe en panne, vous changez juste le ventilateur et vous pouvez continuer. Vous avez du modular uplink avec des fonctionnalités avec des ports de 2x25 ou du 4 ports giga ou du 2x25. Et enfin, vous avez des alimentations, donc soit en fonction de ce que vous voulez faire. Sur votre switch, vous pouvez mettre des alimentations de 315 watts, 715 watts et 1100 watts. Donc vous pouvez mettre jusqu'à 2 alimentations de 1100 watts dans un switch. Bah, ça paraît cohérent parce qu'avec 1100 watts, ça fait 2200 watts. Si on veut alimenter 48 ports de PoE plus à 90 watts, il faut que ces watts, on soit capable d'aller les chercher dans l'alimentation. Donc ça, c'est important. Ces switches, on supporte à l'intérieur le fait de pouvoir mettre une carte SSD, donc qui va être au format USB et qui va nous permettre de faire le petit serveur de fichiers dont je vous parlais au début. Il est échangeable à chaud sur ce disque, mais on ne supporte pas de redondance. On supporte le multigig, donc plusieurs fonctionnalités. Il est capable de hoster des containers et donc des applications. Donc par exemple dans les containers, on peut hoster le container qui est le contrôleur Wi-Fi de chez Cisco. Une fonctionnalité qui est très intéressante, qui est beaucoup demandée dans les parties gouvernementales, etc., et militaires, c'est l'ETA, c'est-à-dire qu'à la volée, le switch est capable de déchiffrer toutes les communications et d'être capable de comme ça détecter les malwares, les trous de sécurité, et de faire de la visibilité dans les trafics SSL pour savoir quel trafic va de quel endroit à quel endroit et quel type d'application on retrouve. On retrouve aussi du Power Stack là-dedans, qui va nous permettre donc de stacker plusieurs switches ensemble, qui va nous permettre de récupérer l'énergie dans un switch, c'est-à-dire que vous pouvez très bien stacker jusqu'à 4 switches 9300 ensemble. Ils mettent chacun une ligne de 1100 watts et en fait, ils vont se partager l'électricité fournie par les 4 lignes de 1100 watts pour pouvoir faire de la redondance, mais aussi alimenter le PoE dans les switches. Donc si par exemple ce quatrième switch en ligne de 1100 watts vient à tomber en panne, il sera capable d'aller chercher son énergie et donc de ne pas couper les fonctionnalités PoE, switching, etc. en allant chercher son énergie dans les alimentations des précédents switches. Encore faut-il qu'il y ait suffisamment d'énergie disponible là-dessus. Donc ça va vous permettre de ne pas mettre deux alimentations
par switch comme vous avez un stack, mais d'en mettre une seule dans chacun de ces switches pour pouvoir stacker, pour pouvoir faire de la redondance. Donc le stack power, lui, il est capable de stacker jusqu'à 4 switches seulement. Si vous utilisez pas de stack power, mais que vous utilisez du stack classique, donc qui va nous permettre de faire la communication, vous pouvez en stacker jusqu'à 9 ensemble. Donc là encore, on retrouve des switches qui sont quand même beaucoup plus intéressants. Donc si par exemple je prenais le 3650 48 ports PoE-L en prix public, il était quand même à 8740 $ pour les LAN base. Donc si maintenant je prends l'équivalent du 9300L 48 ports avec une uplink de 4 ports giga, on est à 7300 plus ce DNA essentiel. Donc l'équivalent du LAN base, ça se retrouve en DNA essentiel. On le verra tout à l'heure. On est à 8500 $. Donc on a comme ça un switch qui est un petit peu moins cher. Le 3850-24S, qui lui était un 24 ports PoE, 24 ports SFP, qui était à 28 000 $, donc qui était très cher. Maintenant, si on prend l'équivalent, le 9324P, qui a 24 ports SFP, aussi, on le retrouve beaucoup moins cher avec un DNA essentiel. Donc là aussi, il y a un fort avantage sur ce genre de switch où le 3850 en mode full SFP était à un prix assez important. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser le chat, hein. Il n'y a pas de problème, j'essaye d'y répondre au fur et à mesure. Ensuite vient le 9400, donc c'est un châssis qui lui est disponible en format 4 slots, 7 slots et 10 slots. Donc 10 slots, ça veut dire qu'on peut mettre par exemple 10 cartes à l'intérieur, sachant que les deux slots du central, ici, donc ces deux slots qui se trouvent ici, comportent les superviseurs et donc vont consommer ici 2 de ces 10 slots dans notre système. Ici donc 2 de ces 7 slots dans notre système, ce qui me donne plus que 5 slots pour pouvoir mettre les adaptateurs et ici plus que 2 cartes. Donc vous pouvez avoir plusieurs types de superviseurs. On retrouve du 240 gigabits par slot, donc chaque slot est capable de switcher 240 gigabits. On a des fonctionnalités donc avec 4 alims ici. Ici on en retrouve 8 d'alimentation et aussi ici 8 alimentations. Et les alims peuvent aller de 3200 watts à 2100 watts. Donc au point de vue des cartes, on retrouve des gains de 4 ports multi-gig, donc jusqu'à 5 gigabits par carte par RJ45, avec de l'Ultra PoE à 90 watts, avec des 48 ports Ultra PoE et du PoE+, plus 48 data. On retrouve aussi des fortes densités en termes de SFP, avec soit des 24 ports 10 gigabits, c'est cohérent puisque 24 x 10 fait 240 gigabits, pour rester cohérent avec une fond de panier non bloquant dans le système, ou 48 ports SFP ou 24 ports SFP. Pareil que dans le 9300, on va retrouver ici des cartes SSD qui vont nous permettre d'héberger des conteneurs. Le ventilateur est assez intéressant, c'est-à-dire qu'on peut l'enlever aussi bien par l'avant que par l'arrière, ce qui était une problématique avant, puisqu'on était pour pouvoir enlever le ventilateur qui se trouve dans cet équipement ici, là, dans ce tray. Il ne fallait pas faire passer les câbles RJ45 devant le ventilateur, puisque sinon vous ne pouviez jamais changer le ventilateur dans le système. Donc là maintenant on peut l'enlever soit par l'avant, donc vous continuez à faire passer vos câbles tous par la droite, soit par l'arrière. Donc c'est ce qu'ils appellent le dual serviceable fan tray. On supporte jusqu'à du 25 Go uplink. Donc là sur les cartes ici, les cartes superviseurs, vous avez 8 ports SFP et 2 ports QSFP. On ne peut pas utiliser tous les ports en même temps, mais on peut en utiliser partiellement en même temps quand on a 2 cartes superviseurs. On déchiffre exactement comme le 9300 et on peut comme ça modifier, rechanger quelques équipements sans faire de coupure. On a 2 slots qui sont dédiés aux superviseurs et si jamais vous voulez faire de la redondance, vous pouvez avoir 2 châssis 9400 qui peuvent être mis en redondance entre eux, donc avant ce qu'on appelait le VSS, le Virtual Switch Stacking, qui nous permet de faire voir comme si cet équipement-là était, enfin ces 2 switches ensemble étaient un seul équipement, et donc d'avoir une bonne redondance intégrée. Donc en termes de fonctionnalité, si on compare toute cette gamme, 9200, 9300 et 9400, on retrouve de l'automatisation sur tous les systèmes, de la télémétrie sur tous les systèmes. Au point de vue du PoE, on voit que le 9200L, on supporte et le 9200 que du 15 et du 30 watts pour du PoE. Sur le 9300L jusqu'à du 60 watts et jusqu'au 9300 tout court jusqu'à du 90 watts qu'on retrouve aussi sur le 9400. En termes de Software Defined Access, donc dans les fonctionnalités qu'il y a dans cette nouveauté et grâce au DNA Center aussi, on est capable de faire de la virtualisation de réseau.
C'est-à-dire qu'on est capable de faire fonctionner dans ce switch des fonctionnalités qui nous permettent de faire un overlay réseau avec la possibilité de propager un VLAN sur l'ensemble de ces switches 9200, un VLAN comme si on avait un seul niveau 2, alors que les switches 9002 ou 9003 communiquent entre eux à travers un réseau de niveau 3. Donc on va être capable comme ça d'utiliser du routage entre nos différents équipements qui va nous permettre de gagner en redondance, gagner en performance, etc. Et par-dessus ça, sur ce réseau de niveau 3, créer un réseau d'abstraction qui va nous permettre de créer plusieurs sous-réseaux de niveau 2. Donc, en gros, on va avoir sur plusieurs 9300 le même VLAN avec le même plan d'adressage réseau, malgré que ces 9300 communiquent entre eux à travers un réseau routé. Donc, sur le 9200, on est capable de faire qu'un seul overlay. On est capable d'avoir qu'un seul logique overlay. Sur le 9200, il existe un modèle qui supporte jusqu'à 4 overlays et un modèle qui supporte jusqu'à 32 overlays. Donc, ils sont capables que de faire des fonctionnalités de type Edge, c'est-à-dire qu'ils ont besoin d'un border ou d'un control plane qui va nous permettre d'avoir cette logique de réseau overlay qui va être les serveurs overlay. Donc, vous pouvez très bien déployer en cœur de réseau les 9300 avec les fonctionnalités Edge, Border ou Control Plane, donc Border ou Control Plane. Et puis en extrémité, près des postes, vous êtes capable de déployer des 9200 qui vont être capables de récupérer ces informations. Donc on retrouve bien les 9200 qui sont que Edge et les 9300 et 9400 qui font Edge et Border. Au point de vue du stack, on est à du 80 gigabits par seconde. Sur le 9200, on passe à du 160. Sur le 9300, on est à 320 gigabits de bande passante. On retrouve du software update sans coupure, donc on peut faire de la mise à jour de l'iOS sans l'arrêter, sans couper le switching, là où il faut redémarrer les switches sur les 9200. Sur le 9300, on supporte du Stackwise qui va à 480 gigabits dans la boucle. Et sur le 9400, on a du Virtual Stackwise, donc qui va nous permettre de connecter les différents systèmes. Et on peut avoir, en plus de la redondance du superviseur, donc si jamais le superviseur tombe en panne, on passe de l'autre côté. Vous avez une visibilité complète avec une reconnaissance des différents protocoles. Donc AVC, c'est Application Visibility Control, qui va nous permettre de récupérer l'ensemble des applications vues. C'est-à-dire que là où on verra d'habitude un flux HTTPS sur le port 443, AVC va être capable de vous dire que c'est du flux Facebook, que c'est du flux LinkedIn, etc. Va avoir donc une reconnaissance des applications et va vous permettre de par la suite faire du NetFlow pour pouvoir voir quel lien de flux passe d'un tel endroit à tel endroit. En termes de déchiffrement, on retrouve le déchiffrement qu'à partir de 9300. Les conteneurs, on peut les héberger qu'à partir du 9300. SD Bonjour, qui est le protocole utilisé par Mac pour la détection de ses voisins, on le retrouve qu'à partir du 9300. Le span, remote span, c'est-à-dire qui va nous permettre de faire un port mirroring d'un port physique vers un autre switch plus loin, on le retrouve à partir du 9300. Et le point-to-point application Visibility, on le retrouve sur le 9300. Donc souvent, ce qu'on s'aperçoit, c'est que le 9200 tout court est assez compatible et avec le switch qui est souvent le plus choisi. Voilà, donc c'est un petit peu dense sur ce tableau, mais ça vous donne une bonne visibilité sur l'ensemble de la gamme. Ensuite vient le 9500. Donc le 9500 est un switch qui vient plutôt remplacer ce qu'on avait avant avec le 4500X. Donc vous avez deux types de 9500. Ils ont tous les deux un processeur x86, mais l'ASIC, on a déjà eu dans le 9500 une mise à jour. Donc le premier ASIC qui était sorti était l'UADP 2.0 et ensuite est sorti l'UADP 3.0. En gros, l'UADP était capable de traiter plutôt des ports avec une densité de type 40 G ou 10 gigabits. Là où le 9500 avec l'UADP 3.0, on est plutôt sur une densité avec des ports à 100 gigabits ou avec du 25 gigabits. En termes de prix, ils sont quasiment équivalents sur tous les deux modèles. Donc aujourd'hui, fait qu'on ne vend quasiment que de l'UADP 3.0. Donc on retrouve Modular Uplink. Le stack est faisable par l'avant, donc le Cisco Stackwise Virtual, on peut le faire par l'avant, donc on ne peut en stacker que deux ensemble. C'est vraiment des switches qui sont basés pour être en cœur de réseau avec beaucoup de bandes passantes. Donc pour donner une idée, le 9300 UADP est capable de traiter 3,2 terabits par seconde de performance
Donc, on a quand même une bonne évolution par rapport aux précédentes versions. Ils sont certains, alors les versions de gauche en UADP 2.0, on avait un modular uplink ici. Donc on pouvait mettre soit des cartes de 8 ports 10 Go, soit une carte de 2 ports 40 Go. Là où sur l'UADP 3.0, on a du fixed uplink. Donc sur le modèle 24 ports, c'est 4 ports 100 Go. Sur le modèle 48 ports, c'est 4 ports 100 Go. Et sur le 32QC et le 32C, le 32QC, je crois que c'est un 32 ports 100 Go, alors que le 32C, c'est un port qui est capable de faire 12 fois 100 Go et 24 fois 40 Go. Donc il est un peu plus modulable dans le système. Donc là aussi, en termes de prix, si on regarde par rapport au 4500X, qui avait 16 SFP plus les alimentations, on était sur un Switch excessivement cher à 30 000 $ en prix liste, là où le 9516X a, donc ce modèle-là, avec le même fonctionnalité d'iOS en DNA Advantage, on retrouve un Switch qui est nettement moins cher. Et encore une fois, on a l'avantage sur la licence. Les DNA Advantage veut dire qu'on est avec de l'IP service fonctionnel. Ensuite vient le 9600, on ne va pas trop s'éterniser sur ce switch, c'est un switch cœur de réseau, là où vous avez besoin d'une densité encore supérieure en termes de nombre de ports de 100 Go. Donc il est capable de traiter jusqu'à 25,6 terabits par seconde, chaque slot de 2,4 terabits par seconde. Les ventilations se passent en avant et en arrière, on peut mettre jusqu'à 4 alimes de 2000 watts et on héberge un petit SSD de 960 Go. Donc là encore on supporte le Stackwise virtual, l'upgrade ISSU, donc qui va nous permettre de faire une mise à jour de l'iOS sans coupure dans le système, avec une mise à jour qui va faire une micro coupure de 5 millisecondes, donc quasi sans coupure en fait. Et voilà, donc 2 cartes superviseurs. Donc là encore, c'est un châssis qui contient 6 slots. Il y a 2 cartes superviseurs. Et puis après, vous avez 4 cartes de modules. Donc vous pouvez mettre là-dessus. Il n'y a pas de PoE sur ce Switch. Donc ensuite, il y a le DNA essentiel. Donc le DNA, c'est l'option logicielle que vous avez dans le système. Donc dans le Cisco DNA essentiel, vous pouvez avoir du layer 2 Routed Access, donc c'est vraiment du niveau 2 classique. Ensuite, vous avez le Cisco DNA Advantage, qui est l'équivalent du fonctionnalité Full Layer 3 que vous aviez avant, comme l'IP Services. Et enfin, vous avez le Cisco DNA premier, qui est l'équivalent de ce qu'on savait faire sur le DNA Advantage, mais qui en plus rajoute les fonctionnalités ISE base et ISE+. Donc, il intègre les licences que vous pouvez intégrer dans l'ISE pour faire l'authentification des utilisateurs. Et vous avez aussi Steelwatch qui nous permet de faire la sécurité. Donc, c'est les 3 fonctionnalités. Quand vous achetez un Switch en 9200, vous devez y souscrire avec soit un DNA essentiel, c'est l'option de base. Vous ne pouvez pas ne pas acheter de DNA essentiel, c'est l'option qu'il faut acheter au minimum. Et ensuite, vous pouvez upgrader cette licence sur le DNA Advantage ou le DNA premier. Et vous achetez ça avec une souscription de 3, 5 ou 7 ans sur ces fonctionnalités. Sachant que le DNA Advantage et le DNA premier est aussi disponible en termes d'agrément, entreprise agrémente éligible. C'est-à-dire qu'en gros, vous pouvez avoir acheté des Switch tous en DNA essentiel, et puis après, vous achetez des nombres de ports que vous achetez en DNA Advantage. Donc, par exemple, j'achète 200 ports pour avoir du DNA Advantage, et sur ces 200 ports, eh ben, je vais pouvoir donner des ports sur ce switch-là que je vais pouvoir faire fonctionner en DNA Advantage à la place de DNA Essential, et ainsi de suite. Donc le DNA Advantage, l'entreprise agrémente vous permet d'avoir comme si vous aviez un magasin de licences que vous attribuez à la volée à un switch ou à un autre. Donc si vous voulez faire assez simple, comme vous connaissiez avant, vous aviez le LAN base, l'IP base, et puis vous aviez l'IP services sur les switches. Donc le LAN base et l'IP base est maintenant couvert par le DNA essentiel, d'accord, qui emporte toutes les fonctionnalités que vous aviez dans le LAN base et l'IP base. Et l'IP Services est apporté par le DNA Advantage, qui lui va apporter tout ce que vous avez en IP Services. Sur le DNA essentiel, donc maintenant quand vous achetez vos licences, j'espère que ce n'est pas trop compliqué toute cette partie-là,
Mais en gros, il y a des licences qui sont, quand vous achetez un DNA, qui sont de type perpétuel, et puis des licences qui sont en souscription, donc de 3, 5 ou 7 ans, comme vous le voyez sur ce slide-là. Donc si je fais l'essentiel, par exemple, toutes les fonctionnalités que vous aviez avant dans LAN base, IP base, donc les fonctionnalités de routage, de switching, de multicast, etc., sont directement perpétuelles. C'est-à-dire qu'à la fin de votre DNA essentiel, ces licences restent. Et si vous n'utilisez rien de ce qui est dans ce cadre vert, eh ben, vous n'avez pas besoin de reacheter une licence qui ont ces fonctionnalités-là, qui sont dans ce cadre-là. Donc, bah, si par exemple vous voulez faire du Flexible NetFlow complètement sur votre système en essentiel, et ben, à la fin de cette licence de 3, 5 ou 7 ans que vous avez préacheté, vous serez obligé d'acheter, vous serez obligé de continuer à payer cette licence et à la renouveler. Vous pouvez passer de DNA Advantage à DNA Essentiel quand vous voulez, enfin d'Essentiel à Advantage quand vous voulez. Et c'est la même chose pour le DNA Advantage. Donc si vous voulez faire complètement du routage dynamique, BGP, HSRP ou SPF, segment routing, etc., sont complètement disponibles en mode perpétuel. Si maintenant vous voulez aller faire des SD Access, donc le fameux réseau overlay dont je parlais un peu plus tôt, vous devez continuer à payer la maintenance de type DNA essentiel. Il n'y a pas un problème de RAID ou quelque chose comme Est-ce ça? que si vous avez des questions là-dessus? Alors, j'ai une question. On me demande, est-ce qu'il y a possibilité d'acheter des boîtes sans la licence minimum? C'est bien cela. Eh bien, non, on est obligé d'acheter de la licence DNA essentielle. Je ne peux pas commander un Cisco 9200 sans au moins un DNA essentiel. Et donc, le moins cher, c'est le 3 ans. J'espère avoir répondu à la question. Donc ensuite, ben, tout ça, qu'est-ce que ça nous apporte? Ça nous apporte l'entreprise IoT que vous allez pouvoir avoir à l'intérieur de ces nouveaux switches. Donc la nouveauté maintenant avec le 90 watts, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on a comme avantage? Ben, par exemple, on a l'avantage d'avoir une carte alimentée par le 90 watts. On peut avoir maintenant des providers qui nous fournissent des fonctionnalités qui vont être directement alimentées en termes d'énergie par le réseau. Donc votre switch, vous l'alimentez, vous l'ondulez. Il consomme pas mal de courant, mais vous n'avez plus besoin forcément de mettre des prises d'électrique dans vos bureaux, puisque avec le 90 watts, on va être capable d'alimenter à la fois des petits switches. Par exemple, là, ce switch, on n'a pas besoin de le brancher au courant. Il peut être alimenté sur ces deux ports uplink par du 90 watts et il est capable comme ça de délivrer 8 ports gigabits qui peuvent aussi, eux, délivrer du PoE pour brancher un téléphone, etc. Donc lui, on n'a pas besoin d'apporter un réseau ondulé, il sera ondulé nativement par le port RJ45 qui va apporter du courant. On a des dongles USB-C où on branche carrément le port réseau RJ45 ici. Il est alimenté en 90 watts et il fournit par l'USB-C directement à votre laptop ou à votre écran directement l'énergie qui va être capable d'alimenter complètement le PC. Donc là encore, plus besoin de prise électrique. Ça recharge dès qu'on branche notre PC, notre laptop au port USB-C. Ça branche le réseau, ça branche l'écran et tout est disponible. On a aussi en termes d'IoT des caméras, des fonctionnalités de badge. On a de la lumière, des panneaux lumineux qui peuvent alimenter. Ce qui peut être intéressant, c'est que dès qu'on badge, ça alimente et ça éclaire notre bureau. Dès qu'on sort du bâtiment et qu'on doit rebadger, hop, ça coupe le courant dans notre bureau, par exemple. On est capable de faire ces fonctionnalités-là pour gagner en énergie et avoir un bâtiment vert. Donc, si on prend une comparaison, donc avant, on avait tout un tas d'alimentation en fonction des alignes. Aujourd'hui, avec l'USB-C, nativement, on peut alimenter, on peut avoir un adaptateur électrique universel. Donc, ça peut nous permettre de faciliter l'ensemble des devices qu'on peut brancher sur notre réseau, qui peuvent être nativement alimentés par l'USB-C. Donc, une prise réseau plus un USB-C dongle va nous permettre d'alimenter le système. Donc, on pourrait imaginer demain avoir un ordinateur branché directement, un port RJ45, ce dongle USB qui alimente le téléphone, le PC, un écran autonome, etc. etc. Donc le 90 watts, on va le retrouver sur les châssis 9300 et aussi les cartes dans les 9400. Et le 60 watts, on va le retrouver dans les 9400, mais aussi dans les 9300. Vous allez avoir ces fonctionnalités. Sachant que maintenant le PoE Wi-Fi, on recommande d'être entre 30 et 60 watts.
Si c'est des switches à acheter et que demain vous avez du Wi-Fi, on vous recommande tout de suite de passer sur des switches qui sont capables d'alimenter du 60 watts. On a le Wi-Fi 6 qui vient de sortir. Chez Cisco, je crois que c'est les premiers access points sont capables d'être alimentés en 30 watts. Mais dès qu'on a des access points un peu plus performants en termes de débit, en termes de puissance d'émission ou de nombre d'antennes, on est obligé de les alimenter en 9400, en 60 watts. Donc, si vous avez des switches à renouveler et du Wi-Fi, on vous recommandera de passer directement sur du 60 watts PoE, au moins pour garder votre switch pendant 7 à 10 ans, puisque c'est quasiment ce que font nos clients aujourd'hui. Donc voilà, le Stackwise. Alors ensuite, le DNA Advantage vous apporte, si vous avez donc ce fameux serveur DNA Center, tout un tas de fonctionnalités, un tableau de bord qui va nous permettre de voir l'état de notre réseau, le nombre de paquets, et de façon unifiée, que ce soit pour les switches, pour les routeurs ou pour le Wi-Fi. Donc tout ça va pouvoir être vu dans un unique tableau de bord. On va voir la charge de notre réseau, les iOS disponibles. Ça va nous permettre de propager des nouveaux iOS, de le mettre à jour. Ça va nous permettre de demander un objectif de sécurité sur notre système et qu'il l'applique automatiquement. Ça va nous permettre de pré-provisionner des fonctionnalités de configuration, et dès que vous déballez un switch, il n'y a plus que le numéro de série à intégrer dans le DNS Center. Le switch, vous le branchez sur votre réseau, automatiquement il vient se connecter au DNS Center, il vient télécharger la configuration par défaut, il vient télécharger les iOS par défaut et il se met à jour automatiquement. Et ensuite, durant la cycle de vie du système, vous allez pouvoir comme ça récupérer tout un tas d'informations. Donc ça nous permet d'avoir une très très bonne visibilité dans notre réseau, et surtout l'intérêt, si on est en Cisco, du switch au Wi-Fi, d'avoir une visibilité unifiée sur l'ensemble des choses qui sont connectées dans notre système. Donc grâce au App Visibility et aux fonctionnalités qu'on intègre dans ces nouveaux switches. Donc DNA, c'est quelque chose que pousse le DNA Center, que pousse énormément Cisco, puisque c'est ce qui va nous permettre d'intégrer l'automatisation, le serveur d'API intégré, unifié, etc. Donc aujourd'hui, ce n'est pas forcément quelque chose que vous avez le DNA Center par rapport par rapport à vos switches, mais vous pouvez très bien intégrer demain le DNA Center par rapport à vos switches. Alors, j'ai une question qui me demande quel est l'intérêt par rapport à du Cisco Meraki. Alors, le Cisco Meraki, cette analyse, le DNA Center, il n'est pas chez vous, il est dans le cloud. Donc, quand vous avez une coupure d'Internet ou que vous n'avez plus accès à Internet, vous n'avez plus accès à ce DNA, donc vous ne pouvez plus faire d'API, etc. C'est quand même un peu gênant. Après, en termes de fonctionnalités sur le Meraki, on n'a pas le réseau overlay, on a un peu moins de visibilité, etc. Ça reste peut-être plus simple à administrer. Pour nous, le Meraki est plutôt une solution plus entrée de gamme, un peu plus petit client que le Cisco classique qu'on a avec ses Catalyst 9000. Mais c'est une question qui mériterait de plus compléter directement avec Cisco, puisque c'est un peu plus compliqué. Alors non, le DNA ne permet d'avoir de la visibilité. Donc j'ai une autre question. On me demande si, en cas d'équipement entre des Catalyst 9000 et des Catalyst X 2960, est-ce qu'on garde cette même visibilité? Non, le DNA Center est assuré que par la licence DNA là-dessus, qui va nous permettre d'avoir cette visibilité. En gros, là, les 9000 ont une puissance de processeur bien plus importante. Les 2960 ne sont pas du tout capables d'avoir cette capacité de visibilité. Donc non, le DNA Center est capable d'administrer, à ma connaissance, que la série Catalyst 9000. Et si vous avez un DNA Center, il faut que vos switches soient sous maintenance DNA, donc dans les 3, 5, 7 ans disponibles sur le système. Donc j'espère avoir répondu à la question aussi. On est capable, grâce à cette fonctionnalité et le DNA Center, de publier directement sur l'ensemble de nos switches, de pousser des conteneurs directement sur l'ensemble de nos switches. Donc des conteneurs qui peuvent nous permettre de voir plusieurs fonctionnalités. Par exemple, dans les fonctionnalités ici proposées,
On peut, sur un switch à distance, faire fonctionner le client onboarding. Donc, c'est-à-dire on va être capable de faire fonctionner un client 802.1x qui va nous permettre de tester ce que le ferait un client s'il se connectait et donc de valider que la connexion 802.1x fonctionne sur ses utilisateurs. Donc lui-même, le switch va aller faire sa requête 802.1x sur le serveur d'authentification, va détecter si le serveur d'authentification répond bien et si on arrive bien à provisionner là-dessus. Et donc ça nous permet de valider que notre système fonctionne, notre système d'authentification fonctionne à long terme. On est capable comme ça aussi de faire des pings, de l'IPSLA, donc pour détecter si notre réseau est toujours aussi disponible, apporte toujours autant de performance. On est capable comme ça aussi depuis un edge de faire des requêtes HTTP, FTP, ce qui nous permet de tester qu'une application critique soit disponible et soit fonctionnelle depuis directement l'ensemble de nos switches, directement en termes d'extrémité. Et enfin, on est capable de voir des fonctionnalités de gestion de nombre de paquets perdus, de jitter, etc., qui remontent tout ça dans le DNS Center et qui nous permet d'avoir un beau tableau de bord. Le DNS Center, habituellement, on en installe un seul. Enfin, si on veut avoir de la visibilité, on peut le mettre aussi en cluster. On l'installe plutôt en data center. Si jamais vous voulez faire du SD Access, il faut 3 DNS Center, puisqu'ils vont avoir la fonctionnalité de contrôleur là-dessus. Donc la plupart du temps, c'est une fonctionnalité qu'on installe en cœur de réseau. Non, le DNS Center ne fait pas TACAX. J'ai une question, est-ce que le DNS Center fait TACAX? Il ne fait pas TACAX puisque TACAX, c'est l'ISE qui fait cette fonctionnalité-là. Le DNS Center est capable de fonctionner avec un ISE, donc de concert. Vous allez avoir l'administration centralisée dans ces deux systèmes. Mais c'est l'ISE qui continue à faire ce rôle d'authentification 802.1x et TACAX. En espérant avoir répondu aussi à la question. Alors en termes de mobilité, dans cette gamme Catalyst 9000, j'en ai pas parlé, mais le 9000 intègre aussi maintenant les points d'accès Wi-Fi Cisco. Donc on retrouve les points d'accès Cisco, ça va être des 9120 par exemple, 9140. Et puis on intègre aussi les catalystes contrôleurs Wi-Fi. Donc l'iOS XE devient aussi un iOS contrôleur Wi-Fi qui est le 9800. Donc on a plusieurs gammes de 9800. Ce qui est intéressant, c'est que dans ce système, avec le Wi-Fi 6, comme je vous rappelle, le Wi-Fi 6, il est capable de délivrer jusqu'à du 3 gigabits réel d'utilisateurs en Wi-Fi 6 connectés en 802.1x, donc pour les nouveaux terminaux, tous les nouveaux téléphones qui sortent et tous les nouveaux PC, ordinateurs portables, etc. maintenant utilisent cette norme 802.11 IAX, qui est donc le Wi-Fi 6, le nom commercial, et qui intègre donc du multi-gig, capable de faire fonctionner sur du catégorie 5 ou du catégorie 6, du 1, 2,5 ou 5 gigas, forcément pour délivrer du 3 gigabits en Wi-Fi. Si on connecte notre point d'accès Wi-Fi à un câble RJ45 qui est simplement gigabit, eh ben, on ne pourra pas délivrer du 3 gigabits aux utilisateurs. Et donc, il faut revoir, si on veut utiliser vraiment ce débit-là, l'ensemble de notre réseau pour qu'il soit capable de fonctionner à des débits supérieurs. Donc, c'est quelque chose qu'on retrouve sur l'ensemble de notre gamme 9200. 9300, 9400 et 9600. Ce qui est intéressant, c'est que le 9300, 9400 et 9600 sont aussi capables de faire fonctionner des contrôleurs Wi-Fi. Donc, vous pouvez intégrer un embedded, un contrôleur Wi-Fi, donc nativement au point de vue de l'interface graphique. Dans le 9300, vous pouvez démarrer en fait un conteneur qui va faire la fonctionnalité de contrôleur Wi-Fi. Et donc l'ensemble des points d'accès Wi-Fi que vous allez connecter sur le système vont pouvoir être fonctionnellement être configurés de façon centralisée sur le 9300, sur le 9500 ou sur un 9400. Et donc, comme vous pouvez le constater sur ce slide, un 9300, elle est capable de gérer jusqu'à 100 access points, un 9300, 9400 et 9500 jusqu'à 200 access points et un nombre non négligeable de clients à la fois connectés. On est capable de faire de la redondance intégrée dans ce système. Et si vous avez le data center, donc vous pouvez très bien avoir, si vous avez une dizaine de bâtiments, mettre des 9300 dans cette dizaine de bâtiments. Chaque 9300 va faire contrôleur Wi-Fi. Donc vous allez avoir 10 contrôleurs Wi-Fi. Et grâce au DNS Center, vous allez pouvoir administrer ces 10 contrôleurs Wi-Fi de façon centralisée.
et générer l'ensemble de la configuration depuis ce DNS Center et la publier sur l'ensemble de vos switches, tout en gardant toute la visibilité assurée par le DNS Center. Vous pouvez aussi très bien avoir juste deux 9300 en centrale sur lesquels vous activez cette fonctionnalité de contrôleur Wi-Fi et ensuite avoir des points d'accès, des switches 9200 la plupart des endroits et des points d'accès connectés dessus, sachant que les points d'accès vont venir s'administrer, vont venir directement être configurés par le cœur de réseau en 9300. Si jamais vous ne voulez pas faire des 9300 qui soient unifiés pour faire contrôleur Wi-Fi et cœur de réseau, vous pouvez très bien continuer à avoir des 9300 qui font juste switching et des 9800 qui vont faire que contrôleur Wi-Fi. C'est pas parce qu'on est en Catalyst 9000 avec ce nouvel iOS qu'on ne supporte pas les anciens points d'accès Wi-Fi. Donc on supporte bien sûr les nouveaux access points 802.11 AXAP, les Catalyst 9000, mais aussi les anciens Catalyst, qu'ils soient les séries 1800, 2800, 3800, 4800 et les hautes duo. Enfin, on intègre maintenant cette série Catalyst 9000 des fonctionnalités de sécurité, de cloud sécurité, avec le fameux Umbrella, la solution de sécurité de Cisco, qui va intégrer le Steelwatch. Et donc, en fait, directement dans le switch, on est capable de déchiffrer les fonctionnalités, déchiffrer le flux et être capable de détecter dedans des malwares directement au niveau du switch pour empêcher la propagation, par exemple, d'un ransomware qui se ferait d'un employé à un autre qui serait connecté sur le même niveau 2. Donc, pour faire ça, il faut mettre en place le déchiffrement et on a besoin du Steelwatch. Et donc, c'est le DNA premier. Et ça, c'est disponible à partir du 9200 et du 9300. Donc, pas du 9200L ni du 9300L. Donc voilà, ça met fin à ce webinaire sur le Catalyst 9000, donc où j'ai voulu faire un focus vraiment sur la nouvelle gamme plutôt switching, en parlant un petit peu de DNA Center. Si DNA Center vous intéresse, pour en savoir plus, pour avoir une démo, pour voir un petit peu l'interface, à quoi ça ressemble, n'hésitez pas, on préfère voir les clients un à un sur ce sujet. C'est plus simple de les voir en spécifique. Je reste connecté si vous avez quelques questions sur ce qu'on vient de voir là-dessus. Ou... Le webinaire est aussi enregistré, je le publierai sur... je vous donnerai un accès à ce webinaire si vous voulez le revoir. Donc j'espère que ça vous a intéressé, que vous avez appris plein de choses en ces 50 minutes. N'hésitez pas surtout à nous rappeler dans la journée si vous avez d'autres questions. Merci, merci. À bientôt. Bonne journée à tous, oui. Bonne journée, bonne journée.